On boit le thé pour oublier le bruit du monde. C'est ce que déclarait Lu Yu, un grand maître du thé sous la dynastie Tang en Chine. Tulle et Bruno Morandi, vous le monde, vous le parcourez depuis de nombreuses années et vous l'avez parcouru en vous mettant récemment sur les routes des thés, de la Chine au Kenya, en Inde ou sur les routes de la soie ou encore dans les campements des Touaregs. Vous êtes photographes, tous les deux. Tulle, vous êtes né en Mongolie. Bruno, vous êtes franco-italien, tous les deux passionnés de voyages, de culture et de rencontres. Et vous venez de publier un très beau livre de photographie et de texte intitulé « Les routes du thé », publié aux éditions Ozoni. Alors, remontons à la genèse de ce projet. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enquêter sur le thé, mais aussi sur sa production et ses traditions ? Alors pour répondre à cette question, peut-être je fais un tout petit historique sur ma vie personnelle, et puis de photographe aussi. Donc en fait déjà moi petit, j'ai jamais aimé le lait, donc ce qui veut dire que je prenais jamais de chocolat chaud ou des choses comme ça, donc je buvais du thé. Alors c'était dans une période où le thé n'était pas du tout connu en France ni nulle part en Europe, donc je buvais du thé de la petite boîte jaune là en sachet. Et puis voilà, toute ma jeunesse j'ai bu du thé. Puis après j'ai commencé à voyager. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que quand on voyage, quand on arpente les rues de Katmandou, de Peshawar, de Marrakech et de toutes ces villes, ou quand on fait un trekking au Népal, en fait la journée elle est ponctuée par des arrêtés. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on a marché depuis 2 heures dans une ville, on a envie de se poser un peu, on va dans une maison de thé, puis on boit un thé, puis c'est l'occasion aussi d'échanger avec des habitants, avec le marchand de thé. Et en fait, voilà, le thé est rentré tout doucement comme ça dans ma vie, et je me suis aperçu aussi, par rapport aux villes dont j'ai cité les noms, qu'on ne boit pas le même thé à Peshawar, à Marrakech ou à Katmandou. Et pour vous, Tulle, parce que j'imagine que dans la tradition mongole, le thé aussi est important. Moi, j'ai grandi dans la culture du thé. En Mongolie, il n'y a pas de café, il n'y a pas de chocolat, voilà, donc on ne boit pas d'eau. Donc vous buviez du thé tout le temps. Thé tout le temps. Tout le temps. Mais alors c'est un thé particulier, le thé des Mongols. C'est le thé oulé. Thé oulé, c'est-à-dire thé infusé et bouilli longtemps et mélangé avec du lait de vache. Et donc en fait, dès le matin, on prépare 2 gros thermos de thé pour la journée. Et puis s'il n'y en a plus, on refait. Enfin, dès le matin, on commence à boire le thé, et puis c'est à longueur de journée, en fait. Alors, le thé, c'est bien sûr une boisson, c'est la boisson la plus bue dans le monde après l'eau, mais c'est aussi la rencontre. Moi, j'ai eu l'impression, en lisant votre livre, que ce qui était vraiment important aussi, c'est la rencontre pour vous, non, Bruno ? Oui, tout à fait. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, pour nous, ça va de pair. En fait, la découverte du thé va avec les gens qui le font et qui le boivent. Parce qu'en fait, il y a des pays où on fait du thé. Donc, là, on pourra en parler peut-être plus en détail tout à l'heure, mais il y a des techniques. Et puis, pour faire un thé noir, un thé vert, etc. Et puis, il y a des pays où on fait pas le thé, mais où on a appris à le faire, mais pour le boire. Et là aussi, pareil, les rites sont très différents et les façons de boire sont très différents et les lieux dans lesquels on le boit sont très différents. La rencontre, et on va le voir, la rencontre de ceux qui font le thé, la rencontre de ceux qui fabriquent aussi les objets en lien avec le thé, que ce soit les théières ou les objets pour les cérémonies du thé. Enfin, on va voir tout ça dans un instant, parce qu'on va suivre votre tea trip, comme vous dites, votre trip, voyage du thé. On va suivre ce périple qui va nous mener de la Chine jusqu'au Kenya. Et là, certains vont être étonnés de partir en Afrique pour découvrir le thé. Alors, on va commencer par la Chine. Bien sûr. C'est le pays du thé. C'est le pays. Sans la Chine, le thé n'existerait pas. Donc nous, comme avec nos 2 cultures de thé différentes, nous sommes tous les deux passionnés de thé déjà. Et donc quand on a commencé à penser à ce projet, on s'est dit comment ça se passe, où il est né. Et donc on s'est retrouvé facilement donc en Chine, dans le sud de la Chine. Alors le berceau, l'origine du thé. Même, c'est Yunnan. Alors le Yunnan, pour les gens qui ne connaissent pas très bien la carte de la Chine, on peut dire que c'est le confin de la Chine. C'est ce qu'on appelle un peu le triangle d'or. C'est à la frontière du Laos, de la Birmanie, et donc le sud de cette province qui est frontalier avec cette partie de l'Asie du Sud-Est. Voilà, et en fait, c'est dans cette partie-là qui est assez sauvage et à peu près entre 1000 et 2000 mètres d'altitude, dans une forêt, on va dire
un peu tropical, mais pas tant que ça, mais il y a quand même des brumes, que pousse naturellement un arbre qui s'appelle un arbre à thé, on va dire, où pousse le Camellia sinensis. Alors justement, vous dites un arbre à thé, c'est ça qui est intéressant. Quand j'ai vu vos photos du Yunnan, j'ai halluciné. J'ai vu des cueilleurs de thé qui grimpaient sur les arbres. Parce qu'en fait, ça pousse naturellement. Et c'est à partir de cet arbre-là que l'homme a obtenu le thé. Et donc, c'est encore le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a encore des arbres, plusieurs centaines de vies, d'années, ou même des arbres qui ont plusieurs centaines d'années. Ou de même 2000 ans de vie. On en a entendu parler. On n'a pas vu, mais... Oui, en fait, déjà pour présenter ce qu'est le thé, en fait, le thé, c'est un camélia. Voilà, la plupart des gens qui boivent du thé ne savent pas qu'ils boivent une feuille de camélia. Et en fait, donc le camélia qui pousse dans le Yunnan, c'est le camélia donc sinensis, le camélia chinois, et qui pousse, qui est un arbre. Et en fait, bien sûr, les gens aussi, la plupart des gens qui boivent le thé, dans l'imaginaire et dans la réalité, c'est un petit arbuste. C'est ce qu'on voit le plus souvent dans les grandes plantations de thé. Ce sont des petits arbustes qui font, 1 mètre, 1,20 m de haut, pas plus. Tout à fait. En fait, on a créé on va dire un bonsaï de cet arbre. On l'a empêché de grandir, et puis on le contrarie en permanence en lui arrachant en permanence ses bourgeons. Donc voilà, ça c'est pour faire un petit peu... Ouais, on l'empêche de grandir finalement. Tout à fait. C'est une forme de taille. Mais sinon, c'est un arbre en fait. Et dans le Yunnan, vous avez vu des gens qui cueillaient vraiment sur les arbres. Sur l'arbre même, oui. Et parce que il y a un peu le retour aux origines. En Chine, il y a ce phénomène qui date maintenant il y a quelques années. Il y a des producteurs qui veulent laisser pousser les arbres d'une manière un peu sauvage, même si c'est un peu contrôlé. Mais on a vu des arbres qui sont grands, 10 mètres, 20 mètres. Voilà. Sans parler des arbres millénaires qui sont devenus des objets de culte. Mais il y a aussi des jardins de thé avec des arbres grands. D'accord. Mais alors, l'origine du thé, parce qu'il y a beaucoup de légendes autour du thé, c'est encore une origine chinoise. Exactement. En fait, ce serait un héros de mythologie chinoise qui s'appellerait Shen Nong. Pour prononcer, je prononce pas tellement bien en chinois, mais voilà, en fait, c'est une sorte de herbaliste ou quelqu'un, un érudit, c'est un héros. Il était assoupi en dessous de l'arbre en question, l'arbre à thé, avec de l'eau chaude dans son bol, et par mégarde, une feuille de cet arbre-là était tombée dedans, et lorsqu'il a bu, il a trouvé ça très bon. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça que... Ça, c'est la légende. Ça, c'est la légende. Une des légendes autour du thé. Exactement, c'est une des légendes. Mais ça se serait passé il y a 5000 ans. Et c'est pour ça que les Chinois ont gardé le monopole du thé pendant très longtemps. En fait. Pas pendant très très longtemps, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle que la Chine, on buvait que le thé de Chine, avant que les Anglais arrivent. Et ce que j'ajouterais juste par rapport donc aux arbres à thé qu'on trouve toujours dans le Yunnan, en fait, c'est qu'en fait ils continuent à les garder tels quels parce qu'ils font un thé qui est considéré comme on va dire, je sais pas, la Rolls des thés, c'est le thé puer. Donc le thé puer, c'est un thé qui date des origines, qui est une galette, qui est fermentée. Le thé est fermenté. C'est un thé qui est un thé sombre, donc c'est compressé. C'est le seul thé qui se bonifie en vieillissant, parce que normalement c'est pas le cas. Un thé, au bout de quelques mois, 1 an, il est déjà moins intéressant. Et puis c'est un thé qui atteint sur les marchés, pour les collectionneurs, etc., des sommes astronomiques. Parce que ce sont des galettes de 350 grammes. 357 grammes. Très précisément, 357 grammes, et que l'on peut conserver pendant des années et des années. C'est le grand cru, en fait. On peut dire que c'est les grands crus du thé. Ouais. Et à Hong Kong ou Singapour, il y a des gens qui mettent des fortunes pour, un peu comme les grands vins de Bordeaux, où les gens achètent ça très cher. Le thé puer. Puer. La prononciation, nous sommes ni l'un ni l'autre sinologues. C'est ça.
Tulle Bruno Morandi, vous avez passé beaucoup de temps à rencontrer des producteurs de thé, des cueilleurs de thé, des marchands de thé en Chine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un renouveau de la culture du thé aujourd'hui en Chine ? Oui, certainement, parce que d'une part, il y a eu toute la révolution qui a un petit peu effacé tout ce qui était culturel, et on peut dire que le thé retrouve ses lettres de noblesse, parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué à expliquer parce que c'est vrai que c'est tout ce qui est l'art du thé est parti au Japon. Et en fait, c'est les Japonais qui ont entretenu et qui se sont appropriés cet art-là. Et les Chinois l'avaient un peu oublié. Et si on veut retrouver un petit peu tout le savoir-faire culturel du thé, il faut aller au Japon, et c'est ce que font aussi les Chinois. En fait, ils viennent se réapproprier leur propre culture. Mais cette culture du thé n'a pas disparu complètement en Chine pendant la révolution culturelle. Elle est restée souterraine et elle réapparaît aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai que par exemple, si on prend les maisons de thé, on a découvert quelques maisons de thé anciennes, incroyables. Et c'est vrai que c'était des endroits qui étaient plutôt fermés parce que c'est là où les gens venaient discuter. Donc forcément, c'était pas bien vu de la part du gouvernement. Et maintenant, ça réouvre. Et surtout, ce qu'on a constaté, c'est que parmi les nouveaux buveurs de thé ou les nouveaux passionnés de thé, effectivement, ce sont les jeunes. Les vieux continuent à se promener avec leur petit thermos, aller dans les parcs, jouer au mahjong, etc., avec leur thé. Mais les jeunes aussi s'approprient à nouveau le thé d'une façon un peu plus, on va dire, occidentalisée, on va dire. Vous parlez des maisons de thé. C'est vrai que ça a dû être un bonheur pour les photographes que vous êtes tous les deux d'être là dans ces vieilles maisons de thé, parce que celles qu'on voit dans votre livre, on a l'impression que c'est des vieilles maisons de thé plusieurs fois centenaires. Oui, complètement. C'est vrai que là, quand on a débarqué, quand on a découvert cette maison au milieu, en plus, c'est un ancien temple qui a été transformé en maison de thé il y a longtemps. Il y a des affiches un peu décrépies de Mao Tse-tung, de toute la propagande communiste qui sont là sur le mur. Enfin, vraiment, et puis les clients sont des personnes âgées, toujours habillées en col Mao. Enfin, on a l'impression de débarquer dans les années 60, quoi. Et puis surtout, on est dans un endroit où tout commence à être détruit pour construire des nouveaux immeubles. Et puis il reste ce petit lieu où rien n'a bougé. On ne sait pas si ça va tenir ou pas, mais en tout cas pour les photographes, là on y a passé la journée parce qu'on se dit ça n'existera plus bientôt, quoi. Et pour revenir à votre question, si les Chinois réappropriaient la culture de Chine, mais on en a vu des écoles où il y a des jeunes qui s'inscrivent pour justement apprendre à faire le thé. Et vivre la cérémonie du thé. Et à le déguster. La cérémonie du thé, c'est le Gong Fu Cha, l'art de prendre le temps de faire le thé. Nous avons fait récemment toute une émission sur l'art du thé, la cérémonie du thé, justement, en Chine, avec Nadia Beko. Ce que je voudrais savoir, il y a beaucoup de modes en Chine pour le luxe. On le voit, ils peuvent dépenser des sommes considérables pour du bon vin, pour un sac à main. Est-ce qu'il y a aussi une mode du thé ? Et est-ce que les Chinois sont prêts aujourd'hui à dépenser des sommes colossales pour un thé blanc très rare, par exemple ? Oui, je pense que oui. Et notamment, tout à l'heure, on parlait du thé puer. Par exemple, ça, c'est aussi, je pense que c'est aussi un phénomène de mode. La jeune femme qu'on avait rencontrée, qui était un manager d'une maison de thé dans le Yunnan, nous expliquait ça. Ça pouvait atteindre plusieurs milliers d'euros, juste une galette de thé, parce que c'est vieux de 80 ans, par exemple. Et par rapport à votre question, les Chinois, en fait, exportent très peu leur thé. Parce que ce qui veut dire, je pense que c'est le premier producteur au monde, mais ce n'est pas du tout le premier exportateur. Je crois qu'ils sont 3 ou 4e. C'est le premier consommateur. C'est le premier consommateur, voilà. La plupart des thés qu'on a eu la chance de déguster en Chine, on les trouvera jamais en France. Et les prix, effectivement, qu'on voit quand on va sur les marchés de Kunming ou de Chengdu, dans les marchés au thé, c'est des prix on se dit tiens, on va peut-être faire des affaires, acheter des thés pas chers, pas du tout. C'est des prix. Les thés sont chers. Voilà, des 100 grammes. Ça va être 20 €, 50 €. C'est des prix assez conséquents qui sont pas du tout moins chers qu'en France, voire peut-être plus chers, parce que vraiment c'est des thés de grande qualité, très recherchés. Donc pour répondre à votre question, effectivement, les Chinois, je pense, se mettent beaucoup d'argent dans le thé. Pour eux, c'est un produit. Et dans les thés, il faut le dire au pluriel, parce qu'il y a plusieurs types de thé. Quand vous allez au marché de Kunming, c'est un truc, je sais pas quoi, on pourrait, c'est comme un grand centre commercial en France. C'est l'équivalent en surface. Et puis chaque boutique, ils ont des compartiments comme ça de thé en vrac, mais il y en a peut-être 50 ou 100 dans une boutique. Donc Alors il y a des thés verts, bien sûr, des thés noirs, mais il y a aussi des thés rouges
des thés? Des thés rouges, bleus, enfin on peut donner plusieurs couleurs. Des thés blancs. Oui, mais en fait thé blanc, voilà. Mais thé rouge, c'est n'est qu'autre que le thé noir en fait. Les Chinois appellent ça thé rouge, mais en fait c'est du thé noir. S'il s'agit de l'oxydation du thé même, plus il est oxydé, il devient de thé noir. Moins oxydé, il reste thé blanc ou thé vert. Et entre les deux, comme les thés oolong, qu'ils appellent thé bleu par exemple, c'est un thé semi-oxydé. Tulle Bruno Morandi, nous allons quitter la Chine pour partir en destination du Japon. Là encore, c'est un pays qui a une très très grande tradition. Alors j'aimerais que vous nous disiez où est-ce que vous avez choisi d'aller enquêter sur cette route du thé en choisissant le Japon. À quel endroit vous avez été? Alors en fait, le thé, lorsqu'il est né dans le Yunnan, dans le sud de la Chine, il est parti vers l'est, donc vers le Japon, et ensuite vers l'ouest, en passant par l'Himalaya, le Tibet, la Birmanie, toute cette partie-là, et Tibet, Népal, aussi la Mongolie, et puis vers l'Asie centrale et le Moyen-Orient. C'est les deux voies terrestres. La plus ancienne, c'est vers l'Himalaya, parce que déjà vers le 7e siècle, il a commencé à partir sur les sentiers des muletiers, sur les Himalayas, sur le dos d'âne. Les hommes, les fameuses galettes de thé partaient déjà dans l'Himalaya pour aller finir dans les tasses des moines, parce qu'ils avaient besoin pour se tenir éveillés pendant les longues heures de méditation du thé. Alors vers l'est, c'est vers le Japon. Il est parti vers le 9e siècle, surtout avec le bouddhisme, avec les moines. On dit que c'est le moine Seicho qui aurait apporté le thé. Il aurait apporté les premières graines, le premier thé aussi. Mais en fait, le thé circulait déjà entre le Japon et la Chine. Les empereurs japonais recevaient en cadeau des thés de la part des Chinois. Parce que en Chine, il est parti avec le bouddhisme Shan, donc l'ancêtre même de le bouddhisme zen, qui s'est développé ensuite au Japon. Donc ce sont des moines bouddhistes qui ont amené en même temps que le bouddhisme dans toute la Chine le thé et ensuite au Japon. C'est pour ça que l'art du thé, les cérémonies du thé sont très rattachées à la culture bouddhiste au Japon. Il paraît que même la cérémonie de thé est issue de ça, puisque les moines, ils avaient le rituel de partager un bol de thé assis devant la statue de Bodhidharma. Bodhidharma, c'est un autre personnage important aussi dans l'histoire, dans la naissance du thé même, parce qu'il y a une anecdote, je ne sais pas si je peux le raconter. C'est un personnage du 5e siècle. Donc, il s'était endormi après avoir médité pendant longtemps, et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est énervé. C'est pas bien. Pour voilà, d'avoir été aussi faible. C'est lui le fondateur de l'école Chan, qui deviendra du zen. Voilà, du zen. Et donc, comme il n'était pas content d'avoir assoupi ainsi, il avait coupé ses paupières et jeté par terre. Et ces paupières sont devenues ensuite des feuilles de thé. Ça, c'est une autre légende. Encore une autre légende. Voilà. Alors, vous êtes parti au Japon dans 2 endroits en particulier. Il y en a un qui s'appelle Uji. Alors ça, j'avais jamais entendu parler de cet endroit au Japon. Qu'est-ce que c'est? Uji, en fait, c'est juste au sud de Kyoto. C'est vraiment pas très loin, et c'est la région. Alors c'est une très belle région vallonnée et couverte de champs de thé, et c'est là que qu'est produit le thé matcha.
Donc un fameux thé vert, c'est de la poudre de thé. En fait, c'est ça. Bon, alors déjà la façon dont il est cueilli diffère un peu. Enfin, de toute façon, chaque thé, il y a des process qui sont différents d'un thé à l'autre. Mais celui-ci a la particularité qu'on va le couvrir, tous les champs de thé pendant 3 semaines avant la cueillette, pour que les rayons du soleil ne viennent plus, pour garder les chlorophylles et aussi tenir les tanins. Mm-hmm. Et ça va apparemment donner, c'est ce que nous a expliqué, un goût qu'on appelle umami, moelleux et très, même crémeux, très particulier. Oui, ça. Et ensuite, donc en fait, c'est tout. Une fois qu'il a été déshydraté, c'est les bourgeons, tout le thé séché qui est passé dans une meuleuse en pierre et qui fait une poudre. Et en fait, après ce thé, on le boit avec de l'eau chaude qu'on fouette avec un fouet. Très joli petit fouet en bois, qui s'appelle le chassaine. Et en buvant ce thé, après tout, peut-être vous parlera de la cérémonie, parce que c'est aussi le thé qui est employé pendant les cérémonies. En buvant ce thé, on boit et on mange tout le thé, en fait. Là, c'est même plus une infusion, c'est qu'en fait, on consomme toute la feuille du thé. Ouais. Et ce qui est quand même très impressionnant dans cette région d'Uji, ce sont les plantations de thé. Les images que vous avez rapportées sont d'une beauté, c'est hallucinant. Et là, on voit tout le savoir-faire japonais de tailler absolument magnifiquement. Tout à fait, oui, là, vous avez parfaitement raison. En fait, on est dans l'art zen, certainement. Quand on visite les jardins zen de Kyoto, tout est bien ordonné, tout est à une position bien particulière. Et là, ces champs de thé qui suivent les courbes d'une façon harmonieuse des vallées, des collines, etc. C'est super graphique et là aussi, c'est un régal pour le photographe. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, d'après l'érudit japonais Okakura Kakuzu, qui est du début du XXe siècle, l'idéal du thé serait l'aboutissement même de la conception zen. Donc, pour dire qu'en fait, d'abord le Japon, il a reçu beaucoup de philosophie de la part de la Chine. Donc, avec le bouddhisme zen, avec le thé, c'est un peu le fondement de la philosophie. Et ça, on le sent tout particulièrement dans la cérémonie du thé, à laquelle vous avez pu participer à Kyoto, grâce à l'une de vos amies, Corinne Atlan, qui vous a guidé pour pouvoir aller photographier cette cérémonie du thé. Tout à fait, parce que en fait, si vous voulez, la cérémonie du thé est issue de Konfucha, l'art de prendre le thé chinois, qui était développé à partir de 10, 11, 13e siècle en Chine même. Et qu'ensuite, le Japon va se l'approprier, mais différemment, tout en adoptant à leur mode de vie, à leur pensée. Et cette manière de boire, l'ingérer le thé entier était déjà considérée comme une thérapie dans la Chine de l'époque sous la dynastie Song. Il y a toujours un lien, en fait, avec le thé et la bonne santé. C'est ça, oui. Garder la bonne exactement. santé. Mais cette manière de boire le thé fouetté n'existe plus en Chine. Mais il a été gardé uniquement au Japon, sous la forme de la cérémonie du thé. Qui est très visuel, encore une fois, vous avez dû vous régaler, vous, comme photographe, non ? Le Japon, je sais que vous aimez beaucoup l'Inde, mais je crois que le Japon est un pays incroyablement esthétique pour les photographes que vous êtes, non ? Tout à fait, oui. Le Japon, c'était la 3e ou 4e fois qu'on y allait, et c'est vrai que c'est, d'un point de vue, comme vous dites, esthétique, c'est génial, quoi. Et c'est vrai que ces cérémonies codifiées, où là aussi, on a un sentiment d'intemporalité. C'est en fait, les femmes sont habillées toujours en kimono, les décors sont tellement neutres qu'ils peuvent être de n'importe quelle époque. Je pense qu'on a assisté à des cérémonies du thé en 2020 comme elles étaient au XVIe siècle. Tout à fait. Ouais. Non, parce qu'en fait, lorsque le thé s'est développé en même temps que le zen, et donc c'est inséparable les deux. La voie du thé, le cha no yu, qui avait été codifié, c'est le même esprit que le zen, à savoir la quête de l'harmonie, la quête de la paix, de l'esthétisme. Et dépouillement de tout surplus. Mais on parlait simplicité, voilà. On parlait de la relation dans les chaikana, on va en parler, les lieux où on boit le thé sur les routes de la Chaikhana. Il y a cette dimension conviviale, mais c'est intéressant que dans la cérémonie du thé, en fait, le maître du thé n'est pas tout seul. Il faut toujours le vivre avec d'autres personnes. Il y a une dimension de convivialité là aussi. Tout à fait, il y a une dimension de convivialité, mais tout en silence et tout en observation de l'instant présent. En fait, c'est ça. Encore, Okakura, il avait dit, la voie du thé, le cha-no-yu, était une véritable religion esthétique, fondée sur l'adoration du beau dans les occupations les plus triviales de la vie quotidienne.
C'est ça, une des choses les plus simples qui soit, en fait, se préparer, boire le thé, revêt toute une dimension à la fois spirituelle, mais aussi esthétique. C'est ça. En fait, quand il dit la voie du thé n'est rien d'autre que ceci, c'est-à-dire, on fait d'abord bouillir de l'eau, puis tu fais le thé et tu le bois. C'est aussi simple que ça. Et en fait, dans la cérémonie du thé, on assiste à ça. Et même la chambre du thé, c'est d'une simplicité absolue. C'est très dépouillé, quoi. Les tatamis, les murs nus. Tout est fait pour qu'on se concentre sur l'instant présent, sur le geste de la dame, ou même ça peut être un monsieur aussi, qui prépare, le maître du thé, qui prépare la cérémonie. Ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre sur les routes du thé, c'est que, bien sûr, vous nous offrez des photos de cette cérémonie du thé, mais vous avez été aussi voir des fabricants, des instruments pour vivre la cérémonie du thé. Vous pouvez nous dire ça, Bruno ? Oui, tout à fait. Oui. Donc, parce qu'on était déjà très, surpris du fait que dans cette cérémonie, il y a effectivement un certain nombre d'instruments qui sont utilisés. Donc, notre curiosité nous a poussé à aller voir qui fabriquait ces instruments. Donc, on a commencé par le shazen, qui est ce fouet, donc qui permet de fouetter, de faire mousser le thé matcha. Oui, pardon. Et c'est vrai que ça, c'est un petit morceau de bambou que l'artisan découpe en fines lamelles. C'est un travail absolument de patience incroyable. Et donc, on a pu assister à ça. On a toujours reçu de la part de ces artisans, d'ailleurs, un très bon accueil. Ils sont très fiers de ce qu'ils font. Ils ont envie de partager. Ils sont fiers de leur culture, de leur tradition, et ils ont bien accueilli les étrangers que vous étiez. Tout à fait, oui, bien sûr. Toujours, que ce soit donc cet artisan qui faisait les shazen, et on a également rencontré un artisan qui fait le shachaku, qui est la petite cuillère qui permet de doser le matcha. En bambou toujours. Voilà, toujours en bambou, qui est plié soigneusement, chauffé. Et je pense que ça pourrait intéresser tous les amateurs de thé matcha en France, de voir les photos dans d'autres livres, parce que c'est vrai qu'on voit ce fouet, mais on n'a pas idée de comment il est fait. Et c'est fait manuellement et d'une façon très précise. Et puis il y a bien sûr les bols et les théières. Et voilà, et les théières, on a été dans une ville renommée Tokoname, c'est ça. Donc là, pareil, on a vu des artisans, mais c'est des artistes carrément. La beauté de leur. Alors ça s'appelle des kyusu, c'est une théière avec un manche qui est perpendiculaire au bec verseur. Et en fait, ces théières-là sont destinées au thé sencha et gyokuro. Donc ils sont des thés un petit peu les thés nobles au Japon. Et pareil, ça a été passionnant de les voir à l'œuvre et faire tourner leur tour, nous expliquer d'où venait la terre, comment ils avaient ces effets un peu nacrés dans le résultat de leur théière. Visage RCF. Tulle et Bruno Morandi, on poursuit notre voyage sur les routes du thé, un peu plus rapidement que vous ne l'avez fait, parce que ça vous a pris quand même plusieurs années, non, pour élaborer tout ce voyage, faire tous ces voyages. Oui, ça a été en plusieurs parties. Donc il y a toute une grande partie qu'on avait fait avec notre voiture. On est parti carrément toute la partie Asie centrale jusqu'à la Mongolie. Puis après, ça a été différents voyages. En Chine, plusieurs voyages parce que c'est différentes régions. Le Japon, là, on a pu faire ça sur un mois et demi. Et puis l'Inde, c'est pareil. L'Inde, on y va souvent. Donc oui, c'est un travail de plusieurs années qui vous a permis de récolter toutes ces photos et toutes ces informations. En fait, au fur et à mesure qu'on voyageait, nous qui nous aimons tous les deux le thé, c'était un projet qui nous accompagnait depuis un petit moment. On y réfléchissait déjà, donc on va dire. Vous avez récolté beaucoup d'informations et oui. de photographies sur le thé. Alors, on va partir en Inde. On va partir en Inde. C'est un pays que vous aimez tout particulièrement. Alors, pour beaucoup de gens, l'Inde, c'est le pays du thé. Bien sûr. En fait, en vous lisant, on découvre que ça fait pas très longtemps
que c'est le pays du thé, l'Inde. Tout Vous pouvez à fait, raconter oui, l'histoire? L'histoire, je vais essayer de tout la raconter. Elle aime bien raconter. Elle aime bien raconter les histoires. Les histoires en Mongolie, on raconte souvent les histoires le soir. Un peu historique, mais juste pour rebondir sur ce que vous dites. Effectivement, les Indiens, en fait, le thé, ils connaissaient pas. Ils buvaient du lassi, quoi. Et c'est par les Anglais que le thé est arrivé. On peut dire que ça fait un siècle. Enfin, ça fait vraiment 150 ans, en fait. Ça fait 150 ans qu'on le cultive. Après que ça soit rentré dans les mœurs des Indiens, ça fait un siècle. Mais aujourd'hui, ils ne s'imagineraient pas vivre sans thé, les Indiens. Le chai, c'est fait partie. Oui, complètement. On boit tous les jours, je sais pas, plusieurs fois par jour. Chai, c'est la vie. Alors, Tulle, qui aimait bien raconter les histoires, racontez-nous l'histoire de Robert Fortune. En fait, voilà, le thé, quand il y avait deux voies terrestres, comme on disait tout à l'heure, j'ai bien schématisé. Donc, il est allé vers l'est, vers l'ouest, vers l'Himalaya, etc. Il y avait aussi une autre voie de distribution, on va dire, du thé, c'est la voie maritime. Il faut dire que jusqu'au XVIIe siècle, l'Europe ne connaissait pas le thé. Et même nos amis les Anglais ne buvaient pas de thé au XVIIe siècle, il faut le dire. Non, ce sont même les Hollandais qui ont appris aux Anglais qu'il y avait le thé. C'est les premiers navires hollandais qui ont amené dans leur cale à Londres les premières cargaisons de thé depuis la Chine. Et alors, qui est ce Robert Fortune? Alors, il est important dans l'histoire du thé anglais. Le thé commence à plaire aux Anglais et aussi... les Anglais, rapidement, ils prennent le monopole du commerce du thé avec la Compagnie des Indes orientales. Donc, c'est eux qui vont devenir le principal acteur de l'importation. Et le thé était très cher à l'époque. De l'importation du thé, de la Chine uniquement. Parce que c'était la Chine uniquement qui fabriquait. Le Japon, il s'autosuffisait. C'était un pays fermé à l'époque, donc on ne pouvait pas y aller. Donc, la Chine était le seul pays qui... vendait du thé, mais vendait en du petite quantité et très cher. Et donc, elle profitait de la situation, on va dire. Elle imposait des exigences. Elle donnait des prix. Elle le vendait à des prix exorbitants, ce qui ne plaisait pas évidemment aux Anglais. En plus, la demande du thé en Angleterre et aussi dans leurs colonies outre-mer, aux États-Unis d'aujourd'hui, augmente. Donc, les Anglais veulent s'affranchir de la Chine. Bien sûr, ils ont déclenché les deux guerres de l'opium, un peu pour déstabiliser, etc. Donc, c'est au 19e siècle uniquement qu'ils arrivent à s'affranchir, et justement grâce à ce fameux personnage qui s'appelle Robert Fortune, un Écossais, qui sera grimé en chinois et qui va partir en Chine à la demande de la Compagnie des Indes orientales pour voler les secrets de fabrication du thé. Alors lui, c'est un vrai personnage de roman. On a d'ailleurs fait un film sur lui. Il a raconté ses expéditions. C'est incroyable, ce gars. Tout à fait, oui. Donc c'est un botaniste, aventurier. Il parlait couramment le chinois. Effectivement, il a réussi à se faire passer pour un chinois et aller comme ça aux sources du thé. Et au fur et à mesure, il a récupéré des plants de thé. 20 000 Il a réussi à en faire sortir, ça, depuis le port de Canton. Il a réussi à faire sortir 20 000 pieds. Et en plus, il a amené avec lui des artisans chinois qui connaissaient le secret du thé. La fabrication du thé, le savoir-faire pour fabriquer le thé. Ouais. Donc il a pris ces 20 000 pieds, où est-ce qu'il les a plantés? Il les a emmenés en Inde et ça a été planté à Darjeeling. Voilà, le lieu, en fait, le berceau du thé indien, c'est vraiment Darjeeling. Alors Darjeeling, pour ceux qui connaissent pas, on le situe. Donc c'est au nord, dans l'Himalaya et à l'est du Népal. C'est coincé entre le Bhoutan à sa droite et le Népal à sa gauche. Et au-dessus, il y a un petit royaume, un ancien royaume qui s'appelle le Sikkim. Et voilà, donc c'est pas loin du Tibet non plus. On est entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. Et c'est encore aujourd'hui une des capitales du thé de l'Inde? Alors, on va dire la capitale du thé, c'est Calcutta, parce que c'est là que se fait le négoce. Mais effectivement, au niveau des plantations, c'est Darjeeling. Et en plus, ils ont valorisé ce thé en lui donnant une appellation IGN protégée géographiquement. Et on considère aujourd'hui le thé de Darjeeling comme le champagne des thés noirs. Voilà, ouais. Donc surtout des thés noirs. Là, on n'est pas dans les thés verts du côté de Darjeeling. En fait, c'est ça. Maintenant, parce que c'est la mode, etc. On fait un peu de thé vert à Darjeeling, mais c'est vraiment... De toute façon, le thé de Darjeeling, c'est le thé noir, et pour les gens qui connaissent, c'est un thé qui a un parfum très particulier. Et effectivement, nous, c'est un de nos thés préférés avec le thé népalais. Et ça a des subtilités, des notes florales. Et pour un thé noir, il est très riche en goût, quoi. Et donc, c'est à Darjeeling, effectivement. Bon, à l'époque, c'était déjà une station d'été pour les Anglais, pour les colons anglais. Une station d'altitude qui leur permettait de mieux supporter la chaleur. Exactement. Donc c'est pour cette raison-là que les premiers théiers ont été apportés là-bas et ils ont aimé, on va dire, ils se sont bien acclimatés. Mais il y a aussi dans le sud de l'Inde, le Kerala, aussi dans le Tamil Nadu, et puis ensuite Sri Lanka. Mais toujours dans les montagnes.
Toujours dans les Parce altitudes. qu'en fait, ce fameux Camellia sinensis, en fait, il est bien uniquement à une certaine altitude. En fait, c'est pas une histoire d'altitude, c'est une histoire on va dire, de climat. En fait, il révèle ses arômes avec les différences de température. Donc, en altitude, effectivement, entre la journée et la nuit, les différences sont très élevées, et c'est ce qui aide à donner un meilleur goût. Et puis, j'ai noté une petite image, c'est que le thé, les théiers, ils aiment avoir la tête dans les nuages et les pieds au sec. Et c'est pour ça que c'est toujours dans des pentes. Comme ça, l'eau ne stagne pas au pied des théiers. Et donc, c'est avec les Anglais, du coup, pour la première fois, le thé est fabriqué en dehors de la Chine. Et aussi, c'est à partir de cette période-là, c'est-à-dire le 19e siècle, que uniquement le thé va commencer à être connu dans le monde entier. C'est eux, bien sûr, grands commerçants qui vont répandre le thé dans le monde entier. Mais ça, on en reparlera dans un petit moment, notamment avec nos amis Touaregs et nos amis marocains. J'aimerais qu'on reste un petit peu à Ceylan. On dit aussi Ceylan, au Sri Lanka, l'île du thé. Encore une fois, ce sont les Anglais qui l'ont apporté il n'y a pas très longtemps. Oui, en fait, avant, il y avait une production du café sur l'île de Ceylan qui a été dévastée par un parasite. Et c'est à ce moment-là que les Anglais ont converti, on va dire, les lieux en terre de thé. Notamment, là aussi, c'est un aventurier, c'est James Taylor, qui est venu, qui a acheté un petit lopin de terre et qui a tenté le premier la culture du thé. Et bon, après, il s'est fait complètement, il s'est jamais enrichi, alors que c'est quand même lui, il s'est fait après racheter, etc. Et donc, il a fini sa vie plutôt pauvre, alors que c'est l'initiateur du thé au Sri Lanka, quoi. Et pareil, au Sri Lanka, il y a plusieurs niveaux d'altitude, un peu plus haut, un peu moyennement et plus bas, etc. À partir de 600 mètres d'altitude jusqu'à 1200. Donc ça varie. Et ils ont 2 moussons par an, le Sri Lanka, les Sri Lankais. Donc ce qui leur permet d'avoir tout le temps du thé, puis des variétés différentes aussi. Et pareil, les Anglais, quand ils sont venus au début du XXe siècle au Sri Lanka pour faire le thé, pour planter le thé, ils ont également amené les populations tamoules, qui sont devenus déjà experts, on va dire. Les fameux cueilleurs et surtout cueilleuses de thé qui Exactement. sont des cueilleuses tamoules. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de ces cueilleurs et de ces cueilleuses, parce que quand on boit du thé, on mesure pas le travail qu'il y a derrière de ces cueilleurs et de ces cueilleuses, et qui travaillent souvent dans des conditions difficiles et mal payées, non? C'est ce que vous avez constaté en Inde. Donc c'est variable d'un pays à l'autre, mais c'est vrai qu'en Inde, à Darjeeling, ce sont les Gorkhas, en fait, des femmes d'origine népalaise qui font la cueillette. Il y a un tarif syndiqué qui est de l'ordre de 170 roupies par jour, ce qui représente à peu près 2,5 €, ce qui effectivement n'est pas... Elle touche 2,5 € à travailler sur le champagne d'été. Voilà, 8 heures, 10 heures par jour. Elle travaille principalement dans la matinée, mais elle se lève très tôt. Elle commence très très tôt au lever du soleil et elle finit vers 14 heures, on va dire. Pour prendre juste les trois petites feuilles. C'est ça, le bourgeon et les 2 feuilles qui l'accompagnent. Voilà. Ouais. Donc c'est pour cela qu'on le fait à la main. C'est aussi la condition pour faire un bon thé. Si vous allez en Turquie ou au Kenya, où on prépare plutôt des thés en poudre, là c'est plutôt fait avec des machines ou des gros ciseaux d'une façon un peu plus grossière. Mais tous les pays, comme que ce soit le Japon, la Chine ou l'Inde, où on fait des thés on va dire de très bonne facture, ce sont les 3 bourgeons qui sont c'est là où il y a toute l'arôme du thé. Ouais. Et effectivement, donc au Sri Lanka, ce sont les Tamouls, au Népal, ce sont les Népalaises. C'est souvent des femmes et alors souvent il y a quand même quelques avantages. Heureusement, c'est en fait on leur met, il y a une école dans chaque village de cueilleuses. Il y a un petit dispensaire. Socialement, il y a des efforts qui ont été faits ces dernières années. Ça s'est amélioré ces dernières années. Oui. Il y a des syndicats aussi. Oui, tout à fait. Oui. Pour les cueilleurs. Il y a eu des grèves d'ailleurs à Darjeeling ces dernières années qui ont bien bloqué la production et ça a été assez dramatique pour les producteurs, on va dire.
va quitter l'Inde. On voyage rapidement. Hein, on fait une espèce de tour du monde avec juste vous. Juste peut-être avant de quitter l'Inde, enfin en 2 mots, quoi, parce que vous parlez tout à l'heure que les Indiens ne buvaient pas le thé, que maintenant c'est devenu le truc incontournable, le chai. Que les Indiens ne buvaient pas le thé. Enfin avant le 19e siècle. Voilà, c'est ça. Donc et effectivement le chai, il faut dire quelques mots sur le chai, parce que le chai, alors là c'est un thé. On est loin des thés raffinés. C'est un thé plutôt de la poudre, on va dire, la poussière ou du broken tea. Mais par contre, il est amélioré avec tout un tas d'épices. C'est pour ça qu'on appelle ça le chai masala. Et donc chaque chaiwala, c'est le faiseur de thé de chaque quartier, de chaque village, etc., a son secret, et il fait bien sûr le meilleur chai de l'Inde. Et là, vous vous êtes régalé visuellement aussi en les voyant faire ces grands gestes pour faire tomber leur thé. On est très fiers d'une photo qui est dans le livre, par exemple, quand tu as réussi à faire la photo d'un chaiwala qui était très fier de... Oui, parce qu'en fait, ils sont fiers de leur thé, ils sont aussi fiers qu'on s'intéresse à eux, donc ils sont fiers qu'on les prenne en photo. Et il y avait cette personne dans les vieilles rues de Delhi, du vieux Delhi, derrière la mosquée Jama, qui nous a fait toute une démonstration dans un décor décrépit. Et là aussi, voilà, on a réussi à ramener des images très intéressantes. Vous avez été bien accueillis en général, partout. Bien sûr. En fait, c'est ça. C'est pas que le thé et boire le thé qui nous a intéressés dans ce projet. C'est aussi pour rencontrer les gens. En fait, le thé, c'est ça. Le thé, c'est quoi? C'est se retrouver autour d'une tasse de thé. Les amis ou des gens qui vont devenir amis vont se retrouver autour d'une tasse de thé. C'est ça, en fait. Et donc, on a été toujours très bien accueillis et on nous racontait toujours des tas d'histoires et c'est très, très enrichissant, en fait. Le thé, en fait, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. C'est-à-dire qu'on prend le temps de le faire, parce qu'un thé, c'est pas comme ouvrir une boîte de soda. Même tout à l'heure, vous avez vu, on a bu un thé ensemble. Il faut peser le thé, regarder la température de l'eau. Voilà, tout ça, c'est un moment on va dire, de méditation quelque part. Et même si on fait le chai masala, là aussi, c'est tout un process. Donc déjà, il y a un temps pour le faire, il y a un temps pour le boire. Hein. On boit pas un thé vite fait comme un shot de vodka ou je ne sais pas quoi. Et donc, pendant qu'on le boit, il y a toujours quelqu'un avec qui parler, ne serait-ce que la personne qui vous a invité à boire le thé. Et donc, effectivement, c'est un moment de rencontre. On va partir sur les routes de la soie, hein, si vous voulez bien, Tulle et Bruno Morandi. Des routes que vous connaissez bien. Vous avez traversé avec votre voiture pour aller jusqu'en Mongolie, pour vous arrêter en Ouzbékistan, au Tadjikistan, dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et là encore, en Asie centrale, le thé fait vraiment partie de la culture du pays. Comment ça s'explique, là, cette culture aussi riche dans tous ces pays d'Asie centrale? On peut dire carrément de la Turquie jusqu'à la Mongolie, jusqu'à la frontière chinoise. Oui, en fait, donc quand il est parti depuis son berceau, le thé, il a traversé, on va dire, l'Himalaya, les hauts plateaux du Tibet. Il est aussi parti vers la Mongolie. Et puis sur les routes de la soie. Et sur la route de la soie. Effectivement, sur les routes de la soie avec les caravanes. En accompagnant d'autres produits comme la soie, voilà, il y avait aussi le thé. Et on peut dire que l'Empire mongol a joué, moi je ne veux pas dire ça parce que je suis mongole, mais l'Empire mongol a joué aussi un rôle important dans cette histoire. Pas que parce que c'est le thé, mais lorsque toute cette partie du monde appartient à l'Empire mongol, il y a une espèce de Pax Mongolica qui s'est installée. Oui, ça, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vous suivre. L'Empire mongol, là on est au XIIIe siècle, en gros, XIIIe siècle. C'est étendu d'une manière absolument incroyable, de la Chine jusqu'en Europe. Oui, c'est ça, Golfe Persique, jusqu'en Iran, oui. Et même plus loin, oui, mais jusqu'à la frontière, pratiquement aux frontières de l'Autriche, hein, il me semble. De la Hongrie, oui. De la Hongrie. Oui, c'est ça. Et donc 7,5 millions de kilomètres carrés, je crois, à ce moment-là, l'Empire. C'était absolument incroyable. C'est aussi une période de paix. Et quand la route de la soie, c'est quoi? Ce sont la route et les routes, il y en a plusieurs, où les échanges se font entre l'Orient et l'Occident. Et ça depuis la haute antiquité. Hein, voilà, depuis très longtemps. Et il y a toujours eu des embûches, des obstacles, des choses comme ça. Et il y a eu aussi des moments de sérénité et de paix. Et la Pax Mongolica, le XIIIe siècle, c'était cette période-là. Et alors pour revenir au thé? Oui, donc pour revenir au thé, justement, il a beaucoup circulé, il a favorisé, on va dire, cette période-là, pas mal favorisé cette diffusion du thé vers l'Asie centrale, en passant par Xinjiang, l'Ouzbékistan, Samarkand, enfin toutes ces grandes. Et alors là, il y a les fameuses, je vais bien prononcer, Bruno, Chaikhana. Voilà. Et là,
pareil, pour les photographes que vous êtes, c'est un bonheur, non? Bien sûr, oui, tout à fait. Donc la Chaykhana, c'est une maison de thé. C'est un terme qu'on retrouve en fait de l'Afghanistan à toute l'Asie centrale jusqu'en Iran. C'est toujours le même terme, y compris même au Pakistan. Hein, on parle toujours de Chaykhana, et c'est la maison de thé tout simplement. Quoi. Et c'est bien sûr plutôt les hommes qui se retrouvent là. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est vrai. Dans les caravansérails, vous savez, il y avait eu des comment dire, quand les caravaniers traversent d'étape en étape, il y avait des caravansérails. Ce sont des hôtels, des maisons de thé qu'on appelle plus parfois Chaykhana, parfois des caravansérails, où on palabre tout en buvant du thé. C'est comme ça aussi que. Mais par rapport aux femmes, là, encore une fois, on est dans des pays où les femmes vont quand même pas au café, comme on dirait en France. Tout à fait. C'est très traditionnel. Et bon, en Iran, alors c'est vrai qu'on a toujours une image un peu pas forcément juste de l'Iran, mais l'Iran, voilà, c'est le seul pays, et la Turquie bien sûr, où dans les maisons de thé, on voit beaucoup de femmes. Alors là, vous m'avez étonné parce que vos photographies là dans votre livre Les routes du thé, vous nous montrez des salons de thé traditionnels en Iran, avec des hommes et des femmes en train de boire le thé ensemble. C'était quoi? C'était à Téhéran une exception ou c'est quand même assez fréquent dans le pays? Non, en l'occurrence, les photos qui sont dans le livre sont à Isfahan, et c'est pas une exception. Non, la femme en Iran, elle est bien sûr, on lui impose de mettre un voile, mais elles sont super maquillées, elles ont du vernis aux ongles des pieds. Mais elles vont dans des salons de thé quand même. Elles vont au salon de thé entre elles ou avec des copains. Non, enfin, l'Iran n'est pas ce qu'on veut ce qu'on nous montre tout le temps. On nous montre forcément, bien sûr, c'est un pays, c'est une dictature, mais la population, elle est comme toutes les populations du monde. Ils ont envie de ressembler à la jeunesse heureuse. Elles sont très éduquées. On les trouve dans tous les métiers. Elles sont très très présentes, et y compris dans les Chaykhana justement. Il n'y a aucun problème. Il y a des hommes et des femmes qui se mélangent. Elles fument la pipe à eau, la hookah. Enfin, y a pas de... Et vous dites que la Turquie et l'Iran se disputent la place de plus gros consommateurs de thé. Tout à fait, plus oui. De 2 kilos de thé par an par habitant, c'est fou. C'est vrai, effectivement, alors que c'était des buveurs de café. Et là, eux, ils ont une autre histoire, c'est par rapport à l'Empire turc ottoman, quoi, plutôt, où ils avaient accès au café du Yémen. Et quand l'Empire ottoman s'est réduit, ils se sont tournés vers le thé. Atatürk, je le fais un petit peu bref, mais Atatürk, lui, il a décidé de planter du thé sur les rives de la mer Noire. Et puis en Iran, ils ont un peu joué le même coup que Robert Fortune, c'est qu'en fait il y a un monsieur Mohamed Mirza qui est considéré comme le père du thé. Il a été à Darjeeling se faire prendre pour un diplomate français intéressé par le thé. Et il est revenu avec un savoir-faire parce qu'il avait bien compris comment ça se passait. Et puis il est revenu avec des pieds. Il a planté du thé en Iran sur les bords de la mer Caspienne. Et voilà. Et depuis l'Iran a pu commencer comme ça sa consommation en autonomie. Et donc si vous voulez qu'on continue de parler aussi sur les Chaykhana, je parle beaucoup. Avec passion. Non, mais juste un petit quelque chose qui est assez symbolique de la Chaykhana, c'est le samovar. Ah oui. Alors là aussi, on se dit qu'est-ce que ça vient faire là? C'est le samovar, ça sonne. On voit ça en Russie, voilà. Plutôt. Oui. Et tout ça, c'est de la géopolitique qui est assez liée parce que, en fait, on revient sur les Mongols. Les Mongols, en fait, les Mongols ont ont amené le thé en Russie. Ils l'ont offert à des ambassadeurs, ils l'ont offert au tsar, et les Russes ont commencé à se l'approprier également. Mais ça date aussi que du XVIIe siècle, hein. Tout à fait. Oui. Et donc les Russes se le sont appropriés, et donc ils ont eu leur manière à eux de le boire, avec de la confiture, avec du sucre, et surtout ils ont créé cet objet qu'on appelle le samovar pour faire bouillir leur eau. Donc c'est un objet plutôt en cuivre. Pour garder l'eau chaude. Voilà. Et donc au milieu il y avait la braise, et puis autour l'eau qui restait en permanente ébullition. On posait la théière au-dessus avec un sirop de thé. C'est en fait là on faisait beaucoup de thé dans très peu d'eau. Et le principe qu'on retrouve en Turquie également, c'est qu'on met un petit fond de sirop de thé sur lequel on fait couler depuis le samovar de l'eau chaude. Et ce samovar, on le retrouve effectivement dans tous les Chaykhana de l'Asie centrale, parce que toutes ces républiques, ces anciennes républiques soviétiques ont été colonisées par les Russes. Et là, d'un coup, c'est la route de la soie qui a amené le thé. Les Chinois ont amené le thé par la route de la soie, et les Russes ont amené un savoir boire par leur côté colonisateur. Politique. Tout à fait, oui. On retrouve aussi des théières. C'est incroyable, tous ces échanges. Tout à fait. Les théières qu'on trouve en Afghanistan et en Asie centrale sont des théières Gardner qui sont faites à Moscou. Enfin, c'est passionnant.
On va continuer notre tour du monde sur ces routes du thé avec vous, Bruno et Tulle Morandi. On va aller en Afrique. Alors là, bien sûr, on pense que les Touaregs ont toujours bu du thé, le fameux thé à la menthe, le thé au Sahara. Et là, encore une fois, c'est pas très très vieux. Hein, c'est encore les Anglais. C'est encore les Anglais, toujours eux, au 19e siècle, pareil. C'est lorsqu'ils ont perdu l'accès à la Crimée. Ils avaient besoin d'autres comptoirs. Donc c'est à ce moment-là qu'ils arrivent d'abord au Maroc, dans les comptoirs dans cette partie-là. Vers les ports de Tanger, par exemple. Exactement. Et Mogador. Exactement. Donc ils amènent le thé qu'ils avaient surnommé à l'époque gunpowder. Et c'est comme ça que le Marocain ont connu pour la première fois le thé. Avant, ils buvaient des infusions des différentes herbes, notamment la menthe. Ouais. Et donc, lorsqu'ils ont connu le thé que les Anglais ont apporté, ils ont mélangé les deux. Donc, le thé à la menthe était né. Ouais. Et donc, après, les Touaregs se sont appropriés aussi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Touareg qui ne vous offrirait pas un thé, et si possible un thé à la menthe quand vous allez sous sa tente. Tout à fait, oui. Tous les peuples du désert, du Sahara, boivent le thé. Et ça fait partie de la coutume de l'accueil, de l'hospitalité, d'offrir un thé à la personne de passage, aux amis, etc. Et puis là aussi, on retrouve encore une fois une cérémonie, une façon de le préparer, de le servir, de le faire mousser, de faire ce qu'on appelle un turban au-dessus. Plus le turban est haut, c'est-à-dire plus la mousse est plus vous servez d'en haut, oui, c'est ça, pour faire mousser dans le bol. Enfin, c'est pas un bol. C'est un petit verre. Un petit verre, voilà. Mieux c'est, en fait, le goût ainsi que... Et puis il y a un rituel, il y a trois thés à servir. Tout à fait, oui. On ne boit pas qu'un seul thé, on en boit trois. Oui, plus on le boit, plus il devient amer, mais voilà, ça fait partie du rituel. Et vous avez été photographier cela dans... Tout à fait, on a rencontré les Touaregs au Niger et dans la région d'Agadez, et puis bien sûr on est retourné au Maroc pour en savoir un peu plus sur... Que ce soit au Maroc ou que ce soit des Touaregs, c'est comme en Asie centrale ou même comme en Chine ou même comme en Mongolie, comme le thé en fait, c'est toujours l'accueil et l'hospitalité qui priment. Et prendre le temps. Poser et prendre le temps ensemble de déguster le thé, pas simplement pour le thé, mais pour parler. Oui, c'est ça. C'est tous les gens que nous avons rencontrés lors de cette route, de ces différentes routes du thé, parce qu'il y en a plusieurs, d'abord il s'agissait d'une hospitalité. Alors moi, ce qui m'a quand même étonné, parce qu'on arrive à la fin un peu de ce voyage, c'est que vous nous avez emmenés au Kenya. Et alors là, j'avoue que j'aurais jamais imaginé que le thé était en lien avec ce pays. Et c'est hallucinant. Vous dites que près de 4 millions de personnes vivent de la production du thé. Alors de quel thé s'agit-il ? Alors là, il s'agit d'un thé... alors d'abord, une fois de plus, c'est les Anglais, bien sûr, c'est une colonie anglaise qui ont apporté le thé. Donc nous avons été dans la région de Kericho, où le thé a été planté par un monsieur qui s'appelle Kerish, je crois que c'est en 1922. C'est ça, John Kerish. Bon, on est pareil, on est toujours à 2000 mètres d'altitude. C'est pas vraiment montagneux, mais c'est vallonné. Et il y a des gros industriels comme Unilever, donc qui est propriétaire du thé Lipton, qui sont beaucoup appropriés des terres dans ce coin-là. Et là, eux, ils vous ont pas bien accueillis. Non, pas du tout. Ils ont même refusé. Oui, tout à fait. Ils ont l'air très méfiants. C'est très polissé. On avait essayé par mail, etc. On est venu sur place. C'était impossible. Par contre, on a reçu un très bon accueil des petits producteurs. Alors, ce qu'on a appris, c'est que 60% de la production du thé au Kenya, qui est le premier importateur mondial, c'est qu'en fait, eux, pour le coup, contrairement aux Chinois, ils le boivent pas tellement sur place, mais ça part à l'étranger, tout leur thé, sont des petits propriétaires, en fait. C'est des coopératifs, en fait. Ce sont des usines de thé coopératives, appartenant à des petits producteurs. Et eux, ils revendent en partie à Unilever, et puis c'est les fameux sachets. Pas forcément, parce qu'en fait, il y a aussi donc un grand comptoir de thé à Mombasa, et c'est là qu'il y a les auctions, les enchères. Et donc en fait, après le thé, il peut venir d'Unilever, mais il peut venir aussi des producteurs. Ils ont aussi leur réseau de distribution. Mais soyons clairs, c'est pas du thé de grande qualité. Non, là. Sauf exception, c'est un thé qui est destiné aux sachets. Voilà, donc bon, ça c'est quand même une énorme production, parce que beaucoup de gens boivent du thé en sachet. Les fameux sachets, excusez-moi, je fais de la pub, c'est les sachets Lipton, jaunes, pas terribles. C'est l'inverse même des trois feuilles avec le bourgeon qu'on cueille à la main, c'est des machines qui coupent. Et en fait, la production, c'est CTC, ça veut dire crushing, tearing et curving.
En gros, voilà, on broie tout, quoi. Toutes les feuilles sont broyées. Pas juste le bourgeon et les 2 meilleures feuilles. On prend des feuilles. Toutes les feuilles du dessus tout est broyé. On broie tout ça. Tout est broyé et plus ou moins gros. Ça fait le thé en sachet que l'on boit le plus souvent et qui est quand même pas extraordinaire quand on aime le thé. Tout à fait. C'est vrai que, pour commencer, pour s'initier, pourquoi pas. Mais ils produisent en très grande quantité et Mombasa, au Kenya par exemple, c'est une des plus grandes plaques tournantes du thé noir du monde. Je crois que au niveau de la production, Kenya a même dépassé. Allez, on va pas rester sur ce thé parce que c'est quand même pas le meilleur qui soit. Tulle Bruno Morandi, qu'est-ce que vous retirez personnellement de cette aventure sur les routes du thé? Moi, je dirais plutôt c'est un enrichissement intérieur. C'est un enrichissement intérieur de comprendre aussi côté beaucoup historique et spirituel aussi, parce que moi, j'ai compris que c'est quand même un moment de prendre le temps pour soi. Quand on boit le thé. Quand on est seul, par exemple. Et c'est un moment de méditation, un moment de l'instant présent. Et au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de pleine conscience, l'instant présent. Je trouve que c'est un bon moyen, le thé, pour s'y mettre, pour prendre... Et ça, c'est ce voyage qui vous a fait comprendre cela, plus particulièrement? Oui, pas mal. Ce voyage, notamment au Japon, lorsqu'on s'est initié avec Corinne Atlan, justement, avec toutes ces personnes que nous avons rencontrées, qui nous ont expliqué la cérémonie du thé, la voie du thé, les maîtres de thé qui nous ont un peu enseigné le pourquoi du comment du thé. Oui, c'est à ce moment-là que j'ai compris, que j'ai ce déclic, que c'est un des moyens d'apprendre à apprécier l'instant présent. Et pour vous, Bruno? Oui, ça rejoint tout à fait ce que dit Tulle. C'est en fait déjà, par exemple, quand on a goûté, c'est juste un exemple, des thés sur le marché de Kunming. En fait, on apprend à être présent lorsque le nectar coule sur notre palais pour analyser, pour essayer de voir les différences d'un thé à l'autre. Donc, c'est une forme de méditation qu'on fait en fait sans s'en rendre compte. Donc, c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, du coup, le thé, pour moi, c'est synonyme de voyage. C'est-à-dire que le matin, par exemple, en ce moment, je me réveille au Népal. Et c'est vrai que tout à l'heure, ensemble, nous avons bu un thé et tout de suite, je suis reparti sur les pentes du mont Fuji au Japon. Et je le conçois de plus en plus comme ça, le thé. C'est en fait, si je vais boire un thé à la menthe, je repars dans les souks marocains. Voilà, je voyage avec le thé. Donc, le thé m'a fait voyager. Oui. Donc, vous encouragez ceux qui vont lire votre livre, Les routes du thé, que vous venez de publier chez Ozoni, à prendre le thé qui va avec. Et quand ils ouvrent les pages du Japon, de boire un thé japonais. Tout à fait. Et en plus, il y a plusieurs recettes de différents thés, de différents pays. Pour chaque pays, il y a une recette. Pour préparer tout ça. Ouais, et voilà, c'est ce qu'on va donner comme conseil pour se plonger dans votre livre de photographie, les routes du thé. Merci beaucoup de votre accueil, Tulle et Bruno Morandi. Merci à vous. Puis on va peut-être Thierry. On va peut-être boire un thé. D'accord. Ah oui, on va. Allez. C'est l'heure. Enfin, c'est toujours l'heure pour boire un thé. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.